faut s'y prendre. Parce que nous, on est traumatisés. Donc, si ce n'est pas apparent, quelquefois, on laisse partir. Mais après, ça pose des problèmes. Donc, il faut y arriver. Comme je l'ai dit, on a la formation de base de ce qu'on appelle la psychologie médicale, la psychologie du patient. Mais en pratique, ça reste toujours un problème parce qu'on a notre personnalité, notre sensibilité personnelle. Alors hier, docteur, vous disiez que s'il y avait possibilité de déménager, c'était peut-être une bonne chose parce que la maison dans laquelle a vécu le défunt peut être très lourde, l'atmosphère peut être très lourde à supporter pour ceux qui restent. Quand on voit ses affaires, quand on voit par exemple le canapé sur lequel le défunt avait l'habitude de s'allonger, plein de petites choses comme ça qui nous rappellent cette personne et qui font qu'on n'arrive pas à passer outre. Et il y a une dame qui dit « Je suis Edwige, j'ai perdu mon fils de 18 ans en 2012. J'ai failli faire une dépression. Par manque de moyens, je n'ai pas pu déménager. Il y a des périodes où c'est vraiment dur. » Oui, je pense qu'on a dit, hein, c'est-à-dire que si vous avez la capacité psychologique de tenir le coup, vous restez, mais si vous voyez manifestement que vous ne pouvez pas et que l'environnement vous rappelle des faits douloureux, dramatiques, vaut mieux partir. Je pense qu'elle peut faire une transition. Si elle a de la famille, elle peut déjà transiter par la famille en attendant peut-être de trouver les moyens pour partir que de rester là et de souffrir, à la limite, arriver à la dépression. Et vous le disiez également, parce que je vois que les SMS ont un rapport, beaucoup de rapports avec ce qu'on a dit hier, des gens qui ont réagi. Vous avez dit par exemple que pour les enfants, il fallait éviter de cacher le décès d'un parent. Et il y a Myriam qui dit « J'ai perdu mon papa quand j'avais 4 ans. Maman m'a caché. C'est l'année passée que j'ai su. Ça m'a tellement choqué que j'ai eu un problème de poitrine et j'ai toujours mal, plus que mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. » Oui, vous savez, le problème des décès, c'est ça aussi, les circonstances dans lesquelles la personne part. Quand vous perdez quelqu'un de cher, dans les circonstances conflictuelles, c'est difficile. Imaginez-vous une fille qui a des conflits avec ses parents parce qu'il y a un choix de partenaire et que ce n'est pas réglé puis ce parent-là décède. Je vous assure que... C'est compliqué. Monsieur Koné nous appelle de Port-Boué. Allô? Bonjour madame. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour monsieur Koné. Oui, je vous appelle la commune de Port-Boué. C'est suite au décès de ma fille. Comme j'ai sa photo accrochée dans la Vous maison. pouvez reprendre, on ne vous entend pas monsieur Koné. Je disais que c'était suite au décès de ma fille. Comme elle est décédée il n'y a pas fort longtemps de cela, j'ai accroché la photo dans la maison. Je voulais savoir si c'est possible d'enlever ou de laisser. Bon, j'ai compris qu'il a perdu sa fille et que est-ce que ça vaut la peine de rester ou de partir. Je pense qu'on n'a pas de recette rigide. C'est au cas par cas. C'est-à-dire que si j'estime que les circonstances dans lesquelles, l'environnement dans lequel je vis est source de stress et peut me conduire à la dépression, ce n'est pas la peine de dire on est garçon. Si on peut partir, il faut partir. Si on pense qu'en restant là, parce que quelquefois on n'a pas d'autres alternatives, qu'on peut rester, on reste. Maintenant, si on est contraint, on peut se faire aider pour qu'on puisse vraiment supporter. Sinon, il n'y a pas de recette rigide pour dire, bon, si tu payes quelqu'un, il faut quitter la maison. Parfois, c'est une maison familiale. Vous allez quitter, vous allez aller où? C'est une maison familiale, c'est là que tout le monde se retrouve. Donc, c'est un peu difficile. Alors, pour revenir au fait qu'il ne faut pas cacher le décès d'un parent à un enfant. Bonjour, c'est Yasmine. J'ai perdu le père de mon enfant en 2000. L'enfant avait 6 mois et aujourd'hui, mon bébé a 14 ans. Il va en 3e et je n'ai pas encore eu le courage de lui dire « ton papa n'est plus ». Il pense que mon grand frère est son père et c'est vraiment dur pour moi. Ouais, je pense que je l'ai dit, hein, parce qu'il faut rapidement, très rapidement, je l'interpelle à se faire aider pour annoncer à cette petite-là que ce n'est pas son père. Parce que tôt ou tard, il apprendra. Il apprendra. Il ne va pas rester éternellement cloîtré dans la maison. À un moment donné, les relations entre le frère et sa sœur, qui est la mère, vont laisser transparaître très clairement que ce n'est pas son père. Et en ce moment-là, ça fait une douce souffrance parce qu'elle va se sentir trahie. Et bien évidemment, cela pourrait éventuellement déboucher sur certaines conséquences, bien évidemment. Très bien. Alors, il y a énormément de personnes qui ont réagi également parce qu'ils ont perdu un conjoint. Et à ce moment-là, la situation est encore plus difficile à vivre. Un SMS que je cherche, que je retrouverai d'ici la fin de l'émission. Quelqu'un qui disait qu'il a perdu sa femme alors qu'elle était enceinte et que c'est le drame le plus terrible de sa vie, n'arrive pas à s'en remettre parce que c'est perdre 2 personnes d'un coup. Même si l'enfant n'était pas encore né, on s'y attache, on sait qu'on va bientôt avoir un bébé. Et après un drame pareil, c'est difficile. Oui, parce qu'il y a d'abord la culpabilité. Si elle n'avait pas été enceinte, peut-être qu'elle ne serait pas décédée.
Donc, il y a cette culpabilité parfois inconsciente qui fait que c'est douloureux. Vous êtes avec une femme qui porte une grossesse et qui rend l'âme dessus de couche. Vous avez votre responsabilité. Vous avez donc cette culpabilité. Et il est difficile parfois même de se remettre en ménage. J'ai connu, par exemple, quelqu'un qui chaque fois se mariait. Bon, ce n'était pas surtout dessus de couche, mais a perdu 2 ou 3 femmes de suite. Donc en ce moment-là, d'ailleurs, vous êtes identifié comme étant le mari dont les femmes décèdent, personne n'a envie de vous accepter, mais la personne même est traumatisée. Donc très rapidement, les supputations vont faire court pour dire, bon écoute, c'est un porte-malheur, alors que ça peut être de simples coïncidences. C'est possible qu'il y ait d'autres explications, mais ça peut être de pure coïncidence. On a une jeune femme qui nous dit également « Salut, j'ai perdu mon copain, ça fait 2 ans et depuis lors, je n'arrive pas à me libérer, j'en souffre terriblement. Je l'aime encore plus et c'est horrible. Je tiens à dire qu'il est mort dans son sommeil, à mes côtés. » Oui, c'est toujours douloureux hein, le décès de quelqu'un. Vous savez, les relations humaines, parfois vous pouvez même perdre un ami. La douleur peut être plus grande que perdre même un parent. Simplement parce que symboliquement et psychologiquement, la personne représente beaucoup pour vous. Quelqu'un qui, hier, il y a une jeune dame qui a appelé pour dire ma seule soeur, ma grande soeur jumelle, c'est la grande soeur, mais elle appelée jumelle, qui me soutenait à l'occasion du décès de mon mari, mon copain, est décédée. J'ai du mal. Donc, à un moment donné, ça peut être un ami qui n'est pas de la famille et qui constitue un soutien inestimable pour vous. Et quand cette personne s'en va, il est sûr que c'est difficile. Imaginez-vous cette jeune fille, si elle a des relations difficiles avec ses parents, que son seul soutien c'est cet homme, il est évident que c'est difficile. Très bien. Monsieur Henri est en ligne, il nous appelle de Port-Bouilly. Allô? Oui, bonjour Eva. Bonjour Monsieur Henri. Oui, en fait, excusez-moi beaucoup. Hein. En fait, j'appelle par rapport à M. Kouné qui a appelé tout à l'heure. Oui. Oui, il disait qu'il y a sa fille qui est décédée. Oui. Mais compte tenu de la douleur, lui, il ne sait pas s'il faut enlever sa photo dont il a accroché dans la maison ou il faut la laisser. Ah d'accord, ok. C'est la question qu'il avait posée. D'accord, ok. On va y répondre. Moi-même, j'ai un petit souci. Je ne sais pas si on peut m'orienter aussi un peu. On vous écoute. Oui, c'est que moi, personnellement, je n'arrive pas à couler des larmes parce qu'il y a un décès. Quelle que soit la personne décédée. Donc vous ressentez la douleur, mais vous n'arrivez pas à pleurer. Non, je ne sens même pas de douleur, mais en fait, j'ai l'impression que rien n'était passé, quoi. Ça m'amuse au contraire. Quand vous perdez un proche, vous n'avez pas de douleur? Oui, en fait, ma tante et ma grand-mère qui me coûtent plus cher, même bon. Tout le monde comme ça m'a rien dit. Oh, mon père aussi, franchement, n'aime pas qu'on me touche. Et j'aime pas ma mère, excusez-moi de le dire. J'ai pas l'amour de ma mère par rapport à mon père. Mais par contre, il est décédé. Ça m'a rien dit, quoi. D'accord. Et dernièrement, pendant la crise, j'ai perdu ma petite soeur, moi, mais j'ai creusé la tombe, je l'ai fait l'enterrement, tout et tout. Mais bon, ça m'a rien dit, quoi. J'ai pas coulé des larmes. Et puis, les parents sont étonnés de ma réaction. Donc, c'est pas si c'est normal ou c'est un problème, quoi. D'accord, ok. On essaiera d'y répondre. Merci. Alors, deux préoccupations. Merci d'avoir corrigé. Merci beaucoup parce qu'il y avait un problème de liaison. On n'entendait pas bien la préoccupation de M. Koné. Donc, il demandait s'il fallait laisser la photo de sa fille ou l'enlever. Alors, on a 2 écoles. Hein. Il y a le psychique et il y a le spirituel qui parlent. Le spirituel vous conseillerait de l'enlever. Le psychique, si ça peut vous aider à passer outre, on va garder. Oui. Et pour la deuxième question, notamment celle du téléspectateur qui vient de s'exprimer, qui dit qu'il ne ressent aucune douleur face à un drame. Oui, je pense que ce monsieur doit avoir une histoire de vie difficile. Il a clairement exprimé « je n'aime pas ma mère », si j'ai bien compris. Ça traduit clairement qu'il n'a pas une histoire de vie très, très apaisée. Il a dû vivre des situations de frustration qui font que... Vous savez, des frustrations, à un moment donné, on s'en fout, quoi. Mais c'est une carapace, en fait. C'est quelqu'un qui peut être fragile. Et le jour, il va prendre le coup, ça va être très difficile. Donc, je pense qu'il faut que lui aussi cherche peut-être à se faire aider. Parce que c'est vrai, ce n'est pas le fait de pleurer, je l'ai dit ici, qui fait qu'on ressent ou on ne ressent pas. Moi, par exemple, je ne pleure pas beaucoup. Hein. C'est rare. Généralement, c'est pendant la mise en terre que mes larmes coulent véritablement. Mais la douleur, elle est là, elle est réelle. Mais de là à ne rien sentir, ressentir, je pense qu'il y a des blessures à traiter. Donc, à la limite, on arrive à une situation de je m'en foutiste. Mais c'est dangereux parce que le moment où il va le sentir, ça va être très, très difficile. Très bien. Bonjour madame, je suis victime de votre émission. Enfin, je
pense qu'il veut dire qu'il se reconnaît dans le thème de l'émission. Voilà. Je vivais avec ma très tendre concubine jusqu'en octobre 2011. Elle tira sa révérence dans une courte maladie et jusqu'à présent, je n'arrive pas à l'oublier. J'ai fait tout, mais impossible, surtout qu'elle portait mon enfant de 2 mois. Et vu ce qu'elle me disait, parce qu'elle allait avoir mon premier fils, j'ai pas encore... jusqu'à présent, même quand je suis avec une autre dans un lieu secret, je pense à elle. C'est difficile pour moi. Je rappelle qu'elle est décédée dans mes bras à 5h25. Aidez-moi, docteur. Je pense que ça... Oui, je pense qu'on le dit, hein, il ne faut pas avoir peur de parler de ces choses. Il faut chercher l'oreille attentive et se vider. Vouloir conserver ça parce que il pourrait se dire, je dis bien il pourrait se dire au conditionnel, que si j'en parle peut-être dans la nouvelle, elle va dire je ne l'aime pas, c'est qu'elle montre là, c'est d'elle. Les femmes, souvent, c'est leur réflexion. Si tu parles de ça qui est décidé, c'est que tu ne m'aimes pas. Mais elle a le droit de souffrir parce qu'ils ont partagé quand même. Mais ça peut se passer aussi à les hommes. Donc, elle est décédée ou bien elle est partie, on n'est plus ensemble. Et puis, c'est d'elle ou de lui tu parles. Alors, je pense que si en parlant avec la nouvelle partenaire, cela est susceptible de créer des problèmes, il faut trouver d'autres oreilles attentives pour exprimer notre détresse, pour nous aider à surmonter. Je répète encore une fois de plus que le danger, c'est de garder les choses. De garder parce que cela, c'est comme un cancer qui nous tue à petit feu. Et au moins, on se rend compte qu'il y a la métastase, donc c'est en phase terminale. Donc il faut toujours, quelles que soient les circonstances, on peut avoir toujours l'opportunité de trouver des oreilles attentives ici et là pour ne serait-ce que nous exprimer. Il ne s'agira pas peut-être pour ces personnes de trouver forcément des solutions à nos problèmes, mais le fait d'en parler, c'est source de bien-être. Salut Eva et toute l'équipe. Je dis un grand merci au docteur pour la clarté de ses explications sur les différents thèmes, en particulier celui-ci. Cela nous emmène à prendre les choses avec beaucoup d'empathie. Bon courage à vous, signé M. Fabrice G. Oui, je pense que là, quand on va arriver dans les conseils, c'est peu ça. Il faut apprendre... Alors, on va y arriver, docteur. Et il y a quelqu'un qui dit « Salut Eva, moi je pense qu'il faut montrer le corps du mort à l'enfant. Ça aide beaucoup. Moi, j'ai perdu mon grand frère, j'étais trop jeune et le fait d'assister à son enterrement m'a beaucoup aidé car je n'avais pas à poser beaucoup de questions à mes parents. » Oui, c'est comme je le dis, il n'y a pas de position rigide. Je sais que généralement, quand quelqu'un décède, sauf quand parfois c'est dans un accident atroce avec le corps déchiqueté et autres, c'est traumatisant donc on ne monte pas. Mais quelqu'un qui meurt sur un lit d'hôpital ou même à la maison, en général, la levée de corps, le cercueil est ouvert, on permet principalement aux proches de rentrer dans la salle de lever avant de sortir au préau. Les gens se vont jeter le dernier coup d'œil. Et même avant de porter en terre, c'est ce qui se passe. Donc, certainement que ça fait du bien. Il y a des gens qui disent, moi je vais le voir avant qu'on le mette en terre. Il y a même des gens qui sont à l'extérieur qui demandent que les corps attendent avant de les enterrer. D'accord. Madame Fofana nous appelle de la Riviera Golf. Allô? Oui, madame. Oui, bonjour Madame Fofana. Bonjour madame. Parce que moi, je suis une patiente qui est malade il y a 7 ans. Il y a 12 mois, je ne dors pas, j'ai l'insomnie. Donc, je souffre dans mon corps, partout. Bon, autre jour, j'ai rêvé, j'étais dans la mosquée, j'ai un vieux barbu qui est venu à mon secours. Il m'a fait coucher sur le ventre. Et j'ai vomi. Et voilà, c'est ce que j'ai pu retenir. D'accord. Merci, Mme Fofana. Et puis la personne m'a dit que oui, que vous êtes empoisonné par un salamandre. Si le salamandre monte dans votre tête, et qu'il y a des suppôts dedans, vous allez devenir folle. Mais comme vous avez vomi là, ça veut dire que le salamandre n'est pas monté. D'accord. Madame Fofana, alors je pense que votre problème est un peu plus délicat. Hein. Vous allez laisser votre numéro au standard et puis on fera l'effort de vous rappeler après l'émission. Merci beaucoup. Je pense que ça s'adresse beaucoup à Maître Gomba. Alors, il y a encore un SMS qui m'a beaucoup touché. Tous m'ont touché, mais certains un peu plus que d'autres, notamment celui-là de Miss Eugénie qui dit « J'ai perdu 4 bébés de 2006 à 2013. La première, 1 mois après sa naissance. Le deuxième, 1 semaine. Les 2 derniers, juste à la naissance. Je suis abattue. J'ai même peur d'être à nouveau enceinte. » Oui, c'est une préoccupation légitime. Parce que l'angoisse est forte. Et on craint même que peut-être la prochaine fois, moi-même, je perde la vie. Donc, on a la hantise. Mais il demeure toujours qu'il serait bien, je l'ai dit hier ici, de faire des bilans pour chercher à savoir est-ce qu'il n'y a pas une maladie
caché? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que ces enfants-là, un mois, décèdent? Ce serait bien de le faire et puis bon, on verra la suite. Mais en tout état de cause, c'est déprimant et je pense que parlant de conséquences, c'est ça. De façon générale, si on veut tout résumer en conséquence, c'est la dépression et je suis en train de me rendre compte, tenant compte du nombre important des SMS et des appels, que c'est un sujet dont on n'a pas souvent envie d'en parler, mais les gens en souffrent. Et il y a beaucoup de déprime. La mort peut paraître quelque peu tabou, on a du mal à dire ce qu'on ressent et puis on a Absolument. du mal à se faire accompagner, je le disais d'ailleurs hier. Sous d'autres cieux, les psys comme vous ont beaucoup de travail, hein, parce qu'après, bon, pas dire que vous n'avez pas de travail, je sais que vous avez beaucoup de travail, mais je veux dire concernant la mort, c'est presque un réflexe après la perte d'un proche de consulter quelqu'un qui va nous aider et nous accompagner dans ce deuil. C'est moins fréquent chez nous. C'est-à-dire que même dans tous les domaines, je suis aujourd'hui en train de me rendre compte d'un fait. Même les jeunes qui cherchent à s'installer à leur propre compte, quand on paie un parent, etc., on n'a pas de soutien psychologique, on n'a pas de coach. Oh, c'est important dans tout ce que nous faisons. On peut s'engager dans une affaire qui peut être intéressante, mais au bout du compte, on perd parce qu'on n'a pas d'encadrement. Et je suis en train de me rendre compte que c'est une des faiblesses de beaucoup de jeunes gens qui n'ont peut-être pas connaissance de ces choses-là pour se faire soutenir et être accompagnés. Très bien. Une téléspectatrice qui désire conserver son anonymat nous appelle de Gagnois. Allô? Oui, de allô. Dalois plutôt. Oui, bonjour mademoiselle, madame, on vous écoute. Moi, je suis à Dalois. Dalois, d'accord. En 2011, j'ai accouché d'une fille, une jolie petite fille. Mais jusqu'à présent, c'est vrai, c'est-à-dire 2 semaines après, l'enfant est reparti. Après encore, en 2013, j'ai contacté une grossesse, mais je n'arrive pas à m'enlever le premier enfant de la tête. Jusqu'aujourd'hui, je souffre réellement. Donc à chaque fois, même étant dans ma maison, je pense à l'enfant que je prenais et je ne sais pas, je n'arrive pas à me remettre. Alors, donc je ne sais même pas quoi faire face à cette situation. Alors, madame, la deuxième grossesse en 2013, elle s'est bien passée, elle est arrivée à terme, vous avez accouché? Non, à 6 mois, j'ai fait une fausse couche. Oui, je voudrais réagir pour dire que, vous savez, aujourd'hui, je le disais juste avant l'émission, que la pression psychologique de ce que les gens ont appelé dans la santé, le stress, est devenu un véritable problème de santé publique et qui cause énormément de dégâts sur notre santé. Parce qu'il est évident que quand elle a perdu le premier enfant et qu'elle n'a pas été accompagnée, elle n'a pas fait le deuil, et que la douleur est encore présente, cela peut constituer un facteur qui déclenche un accouchement prématuré. Médicalement, ça peut s'expliquer. Comme il peut y avoir d'autres causes, bien évidemment. Mais le stress, est-ce que je ne vais pas encore perdre cet enfant au prochain accouchement? Ça crée en nous des sécrétions d'hormones et qui créent des perturbations et qui peuvent amener à ce genre de situations. C'est pour ça que je pense que, je l'ai dit souvent, quand vous êtes dans une relation, par exemple, qui est détruite, enfin qui est rompue, on ne sort pas d'une relation pour régler le problème avec une autre relation immédiatement. Ça ne marche pas. Il faut régler le problème d'abord. Il faut s'asseoir, faire le bilan. Pourquoi? Donc, dans son cas, j'aurais bien voulu qu'elle fasse, par exemple, le deuil. Qu'on l'aide à passer le cap. C'est vrai qu'elle ne va pas oublier. Je rappelle encore une fois de plus qu'il ne s'agit pas d'oublier, mais qu'on l'aide à faire le deuil avant de prendre une grossesse parce que, tel qu'elle le dit, la douleur est si forte que cela peut créer des perturbations hormonales à son niveau et arriver à ce que nous avons constaté. Alors, mademoiselle, beaucoup de courage. Hein. On sentait qu'elle avait des larmes dans la voix. Comme le docteur propose, c'est de se faire accompagner. Ça peut être par des hommes religieux. Hein. Absolument, je pense que... religieux, des imams, des pasteurs, des prêtres, oui. Ou d'avoir tout simplement quelqu'un à son écoute, dans son entourage, s'il ne peut pas se rapprocher d'un psy, mais vraiment quelqu'un de confiance qui pourra l'écouter avant tout. Et vous l'avez dit, le plus important, c'est l'écoute. Il faut écouter les gens parler, sans les juger, écouter, et puis ça sert beaucoup. D'accord, alors on va finir avec ce SMS avant de faire la conclusion et de donner les conseils. Salut Eva, moi c'est Oumar, j'ai 14 ans. Mon cas, c'est que j'ai perdu mon père avant ma naissance et celui que je prenais comme père, en fait, était mon frère. Ça me fait mal qu'on ne m'a pas dit la vérité, que dois-je faire? Bon, je pense que c'est la réponse à ce qu'on a dit. Hein. Bon, ça nous amène immédiatement peut-être dans un aspect des conseils. Il semble que
il faut avoir un mental fort. Mais ceux qui ont un mental fort, c'est ceux qui sont réalistes. C'est d'apprendre à prendre la vie telle qu'elle est. Je vous disais hier que nous avons deux éléments ou deux dénominateurs communs pour tous les mortels sur cette terre. On est un jour, on meurt un jour. Donc il faut apprendre à accepter ça. C'est vrai, personne n'a envie de partir. Même si c'est pour aller auprès de Dieu, on veut traîner un peu, vivre un peu sur la terre. Mais à force d'apprendre à relativiser les choses, vous voyez, 800 SMS, c'est plus en réalité. C'est plus. C'est plus. Peut-être il y en a qui n'ont pas pu. Oui, docteur, il faut préciser que parmi ces 800 SMS, il y a beaucoup, comme ce jeune homme de 14 ans, beaucoup de personnes qui disent qu'ils souffrent du fait qu'on leur ait caché le décès d'un proche. Et donc, on va peut-être interpeller encore une fois les parents. Oui, il ne faut pas le cacher. On ne cache pas. Parce que les gens, ils en souffrent encore. Même, il y a un autre SMS que je n'ai pas pu lire qui disait que 30 ans après, il a découvert qu'en fait, sa mère était en fait... Celle qui prenait pour sa mère était en fait sa sœur. Oui. Parce que sa mère était décédée, que c'est sa grande sœur qui l'avait élevée. Il a toujours prise pour sa mère et il a pris plus tard la vérité. Ça le fait souffrir 30 ans après. Oui, je pense que ça nous permet de parler en même temps de conseils et de conséquences, essayer de mélanger un peu. Vous voyez, souvenez-vous ici, nous avons parlé un peu de biographie, de notre histoire de vie. Je peux avoir 40 ans et avoir un comportement comme celui qui ne ressent rien, mais en réalité, il y a une histoire chargée. Quand j'apprends à 14 ans que celui que je prends comme père, c'est mon frère, c'est tout un remaniement psychologique. Il faut se réadapter, il faut réapprendre à vivre et accepter que celui-là en réalité ne l'est pas. C'est difficile. Ça perturbe, quel que soit notre âge. Vous savez, on est tous plus ou moins fragiles. Les gens jouent parfois au dû, c'est vrai. Mais il y en a qui sont extrêmement fragiles, vulnérables. Donc, il y a un remaniement qui va des valeurs. Celui qui était mon grand frère, que j'appelle papa. Moi-même, j'ai dit dans des familles, quelquefois, le papa a eu tellement de femmes. Le grand frère, effectivement, il est âgé, tel que ses propres enfants sont plus âgés. Les gens les appellent tonton, papa, je les déconseille. Parce qu'à un moment donné, il va se rendre compte que c'est mon frère, appeler son frère tonton, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Alors que même la tradition nous donne des types d'appellations pour montrer notre respect. Par exemple, au pays baoulé, vous pouvez appeler votre oncle ou bien votre grand frère India pour montrer que c'est mon aîné, je le respecte. Ça, on n'a pas besoin d'appeler forcément tonton. Parfois, on vous l'impose. À un moment donné, quand vous devenez grand, ça vous perturbe. Ça vous perturbe. Donc, il n'y a rien à cacher. Il faut donner l'opportunité aux gens. J'ai dit à ceux qui ont peur d'annoncer qu'ils peuvent se faire accompagner. Il y a des professionnels en la matière qui peuvent vous aider à annoncer un décès. Ceux qui aujourd'hui ont caché, qui sont au courant de ces informations, peuvent s'approcher peut-être d'un guide religieux, peut-être d'un psychologue, s'ils en ont connaissance, pour les aider à annoncer, mais vous ne pouvez pas cacher ça éternellement. Parce que la pire des choses, c'est de se rendre compte que ma mère ou mon père m'a trahi, ou bien mes parents m'ont trahi sur tel fait. Il y a plein d'exemples qu'on a donnés à l'occasion des émissions passées. Donc la mort ne doit plus être un mystère. C'est la dynamique de la vie. On danse, on fait sortir des bébés, on fait baptême, on change chaque année, on fait anniversaire. Ce qui est dramatique, c'est des décès précoces. Sinon, nous savons tous que tôt ou tard... Inexorablement, on va tous passer par là. Docteur Maître Bomba, on va finir rapidement avec la recette. Simplement que pour tous ceux qui souffrent, il y a la plante marjolaine. Alors, qui est une plante qui est très efficace pour soulager vraiment toutes ces personnes vraiment qui souffrent. Il suffit simplement de faire un bain d'une semaine avec cette plante-là et vous verrez que vraiment les choses vont aller. Très bien. Merci beaucoup, Maître Bomba. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci, Docteur Brou. Vous ne serez pas notre compagnie pendant un petit bout de temps. On va vous regretter en tout cas, mais vous serez remplacé. Non, oui, il n'y a pas de problème. On va faire un gros bisou également à Monsieur Nda, qui n'est pas là, qui est au village, qui fête la fête des Ignames. Il reviendra vendredi prochain. 05 88 59 05 et pourquoi vous ne connaissez pas pour moi? Je suis jaloux. 07 69 55 89. Voilà. Plus les pieds de moi. Merci encore une fois, très chers téléspectateurs. Je serai très heureuse de vous retrouver jeudi et vendredi. Mais n'oubliez pas, lundi, mardi et mercredi, vous avez rendez-vous avec Mohamed Conté. Et puis demain, samedi, vous avez rendez-vous avec C'est Samedi sur la 2 avec Christelle Kassi qui recevra Soron Ghana. Vous connaissez? Ça doit être un parent de Maître Bomba. Hein. Il est sénoufo comme vous et comme Patricia Yeo d'ailleurs qui réalisait cette émission. Très bonne fin de journée, très bon après-midi sur RTI2. Nos programmes continuent.